Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alléluia, alléluia, auditeurs de Sud Radio, résidents de Sud Radio, la France a retrouvé la paix. Oui, ça fait... ça fait exactement 5 heures qu'on nous a pas signalé un meurtre, un tabassage, un viol, une attaque au couteau. 5 heures, vous imaginez ? Non mais ça va beaucoup mieux. Avant c'était toutes les 2 heures. Non. On va s'apaiser. Vous savez, n'oubliez pas ces paroles immortelles. On n'est pas dans l'insécurité, on est dans un sentiment d'insécurité. Alors, ôtez-vous ça de la tête. Non, ne vous ôtez pas ça de la tête. On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Non, tout va très bien, Madame la Marquise. Alors, des exemples. On va vous en donner. La semaine dernière à Rouen, un Algérien sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, défense de rire, a tenté de mettre le feu à une synagogue, armé d'une barre de fer et d'un couteau. Il aurait également tenté d'agresser un policier. Ce dernier l'aurait abattu en légitime défense. Avril, un mineur de 15 ans a été mis en examen pour meurtre et placé en détention après avoir été présenté devant un juge d'instruction du pôle criminel dans le cadre d'une information criminelle après le meurtre de Matisse, un adolescent de 15 ans, poignardé dans les rues de Châteauroux, samedi 27 avril, en début de soirée. À Toulouse, un élève armé d'un couteau poignarde une lycéenne dans le couloir du gymnase. Une élève du lycée urbain Vitré à Toulouse a été en effet blessée au bras par 2 coups de couteau ce jeudi 2 mai 2024 vers 17h. Son agresseur lycéen a été placé en garde à vue. Voilà, ça se passe à Toulouse aussi. À Toulouse, hier, un élève armé d'un couteau, poignarde une lycéenne dans le couloir du gymnase. Tout va bien. Ce matin, un homme de 26 ans suspecté d'avoir voulu perpétrer une tuerie de masse interpellé. Voilà. En fait, c'est intéressant. Voilà, en quelques jours, quelque chose, et on ne va pas reciter, il faudrait 5 heures pour reciter tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Alors, Pierre-Marie Sèvres, on en a souvent parlé avec vous, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. C'est ça. Et au fond, est-ce que vous ne voudriez pas débaptiser votre institut, l'appeler Institut pour la criminalité ? Parce que on se demande, au fond, la justice, d'accord, et on redit ça à chaque fois, mais il y a quelque chose de l'ordre de... évidemment, on ne peut pas arrêter tout, la vie est violente, la vie est un métier à risque, mais cette espèce de régularité pratiquement quotidienne devient quand même quelque chose... Est-ce que c'est du jamais vu, Pierre-Marie Sèvres, dans l'histoire récente, je dirais ? Alors, ce qui est certain, c'est que le sentiment général des gens, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire on voit des faits divers tous les jours, on est toujours de plus en plus exaspérés, désespérés, choqués par les faits divers qu'on voit, mais certains, et on n'a pas tellement de moyens de le vérifier, peuvent nous dire non mais de toute façon ce sont des faits divers isolés, voilà, c'est arrivé à l'autre bout de la France, ça ne vous arrivera pas à vous. Bon, et puis après dans la foulée on a tous un cousin, un frère, un ami qui s'est fait agresser dans la rue, peut-être même plusieurs, et puis dans la foulée d'ailleurs même les agresseurs s'en sont sortis avec rien du tout, avec du sursis ou avec de la prison ferme, mais sur lequel la victime n'a eu aucune visibilité. En fait ils n'ont même pas fait leur prison ferme. Ou alors des travaux d'intérêt général, etc. C'est la grande mode aujourd'hui au ministère de la Justice, c'est les travaux d'intérêt général. Mais de temps en temps, quand même, c'est bien de vérifier qu'en est-il de la réalité. Et par rapport aux autres pays aussi. Par rapport aux autres pays, c'est même le point principal. En fait, même pendant longtemps, le débat sur l'insécurité, c'était il n'y a pas d'insécurité. Puis c'était est-ce qu'il y a de l'insécurité ou non. Oui. Aujourd'hui, c'est tellement écrasant, tellement clair et net que ceux qui disaient qu'il n'y a pas d'insécurité se sont repliés sur un autre argument qui est de dire non mais c'est partout pareil. C'est inévitable, c'est l'Occident, c'est les grandes villes, etc. De toute façon, comme dans toutes les grandes villes. Voilà, moi, combien de fois je l'ai entendu. Oui. Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas vrai. Ces arguments sont fallacieux. Vous prenez un classement tout à fait unanime qui est celui d'Eurostat, par exemple. Oui. Eurostat, l'organe de statistique de l'Union européenne, a fait un classement sur le nombre de coups et blessures volontaires par habitant en Europe. Alors, figurez-vous, qui est numéro 1 ? La France. Voilà, la France est le premier pays en termes de coups et blessures volontaires. Coups et blessures volontaires, ce sont les bagarres et les agressions. Mais donc, en premier lieu, les agressions. De toute l'Europe. De toute l'Europe. Tout juste devant la Belgique, qui est elle-même très largement devant l'Allemagne, l'Italie, etc., etc. Donc France-Belgique. Les deux premiers du peloton, c'est la France et la Belgique. France et la Belgique. Étant entendu que la Belgique est un pays très urbain.
Et dans les villes, effectivement, il y a clairement, ça a toujours été le cas, plus de violence que dans les campagnes. Donc la France, malgré sa part de ruralité très importante par rapport aux autres pays d'Europe, elle est tout de même première. Mais Eurostat sort tout un tas de statistiques. Par exemple, les vols par habitant. J'ai pas le chiffre exact, mais les vols par habitant, ça fait des années, chaque fois que je vérifie, on est dans le trio de tête. Toujours avec la Belgique, on se tient un petit peu dans un mouchoir de poche. Et puis le Royaume-Uni quand ils étaient dans l'Union européenne. Et puis un autre exemple, les homicides. Alors c'est ça aussi, la critique qu'on peut nous faire, c'est les comparatifs internationaux en matière de criminalité sont compliqués à faire. C'est vrai, il y a une agression dans un pays, peut-être comptabilisée d'une façon en France, puis d'une façon en Italie. Ça rend les choses plus compliquées. Eurostat fait une harmonisation, mais cet argument-là revient régulièrement. Alors il y a un critère, il y a un fait, un crime qui permet de mettre les choses à peu près à zéro, c'est l'homicide. Un homicide, dans à peu près tous les pays du monde. C'est un homicide. Voilà, ça se compte pareil. Les cadavres, ça se fait bien depuis longtemps, depuis des siècles, comme dit Alain Bauer. Depuis le Moyen-Âge, on compte les cadavres relativement bien, avec relativement une certaine certitude et précision. Eh bien, l'homicide, la France, en valeur absolue, je ne parle pas en valeur relative, mais en valeur absolue tout de même, la France est le pays d'Europe dans lequel il y a le plus d'homicides. Nous avons cette année dépassé les 1000 homicides. Ça faisait quelques années que nous n'avions pas dépassé ce chiffre-là, sachant aussi qu'il y a les comparaisons dans l'espace, c'est-à-dire en Europe, mais dans le temps. Regardez, en 1970, il y avait 373 homicides en France. Il y en a 3 fois plus aujourd'hui. Je reviens dans les comparaisons dans l'espace. En Italie, alors qu'on a à peu près la même population, on a environ 300 homicides par an. Par rapport à 1000 en France. Par rapport à 1000 en France. En Allemagne, qui est plus peuplée, on a 800 homicides par an. C'est-à-dire que notre taux d'homicide est beaucoup plus élevé que les pays avec lesquels on peut se comparer. En valeur absolue, on est le plus élevé d'Europe, et en valeur relative, on est bien plus élevé que nos voisins européens. Donc tout ça devrait quand même... On peut dire, moi j'entends régulièrement, j'entends les arguments qu'on nous fait, mais les chaînes de télé font monter le sentiment d'insécurité, etc. etc. Oui, mais au bout d'un moment, il faudrait quand même remettre les pieds dans le réel. On dit même pas ça. Enfin, moi, je dis pas ça, pour attaquer le gouvernement en place, etc. Non, je vais vous dire honnêtement, ça n'est pas Emmanuel Macron qui a commencé les problèmes. Il n'a certainement pas réglé les problèmes, mais ça date d'il y a un moment déjà. Tout ce qu'on fait, si on met en avant ces chiffres, c'est parce qu'il y a un vrai problème. La population française est unanime sur le sujet, et il serait temps enfin d'agir pour les régler. C'est tout. Oui, c'est-à-dire que c'est ça qui est étonnant. Vous dites, effectivement, ce n'est pas d'hier, ça fait 40 ans, ça fait en tout cas des décennies qu'on voit monter les choses depuis les années 70, 80, et que effectivement, ce qui est tout à fait étonnant, et vous le savez au moins aussi bien que moi, Pierre Marissèvre, c'est qu'on entend les ministres concernés ou des responsables en disant oui, mais attendez, il faut pas exagérer, comme vous dites, que ce soit les réseaux sociaux qui exagèrent, etc., etc. On connaît la chanson. Mais, et on a dit, et alors, on fait quoi? Alors, je ne parle même pas de la Nouvelle-Calédonie, je ne parle même pas de Mayotte, parlons même de la métropole, enfin, ce qu'on appelle la métropole. Est-ce que c'est quelque chose vous avez suivi ça dans l'Institut de la Justice, est-ce qu'au fond, tous, gauche-droite confondus, les responsables se disent, mais écoutez, en tout cas, il faut même pas mettre de l'huile sur le feu, il faut essayer de calmer les choses, et en promettant qu'on va faire, mais jusqu'à présent, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et oui, malheureusement, pour les responsables politiques qui sont au pouvoir depuis plusieurs décennies, les mots ne règlent pas les problèmes. Voilà, on n'arrête pas les voleurs, les violeurs, les criminels sous OQTF simplement en faisant une minute de silence ou en disant ça suffit, il faut que l'État revienne. Non, derrière les mots. Pourquoi pas faire des mots de temps en temps, mais derrière les mots, il faut des actions. Et aujourd'hui, quand je regarde les actions, typiquement en matière de justice, la justice, pour moi, est la façon de réguler, in fine, on parle souvent d'immigration, etc., Même pas. Enfin, il y a certainement. Mais réguler les violences, réguler en tout cas. Il suffit de les réguler en bout de chaîne. Ouais. Immigration ou pas, la justice pourrait réguler en bout de chaîne la violence. Bien sûr. Appliquer les lois. Appliquer les lois. Et il faut constater que ça n'est pas le cas. Je vous donne plusieurs exemples de ce qui est fait ces dernières années. Déjà, on nous promet 15 000 places de prison en 2017, candidat Emmanuel Macron. Moi, j'applaudissais dès demain. C'est une très bonne chose. 15 000 places, c'était un minimum, mais c'était déjà pas mal. Aujourd'hui, on est à 3 000. 3 000 aujourd'hui. 7 ans après, alors qu'on nous promettait 15 000 en 5 ans. On est à 3 000 en 7 ans. Et puis, toutes les réformes sur la justice, elles ne font que, c'est coutume d'utiliser cette expression, elles font que brasser la soupe, mais sans jamais changer les ingrédients. Je vous donne un exemple, le rappel à la loi. On a supprimé, Éric Dupond-Moretti a supprimé les rappels à la loi. Pareil, j'ai applaudi dès demain quand il a fait l'annonce, c'est une très bonne chose, une très bonne mesure. Rappel à la loi, rappelez ce que c'est. Rappel à la loi, c'était, vous êtes condamné, le tribunal vous reconnaît coupable. Je vous rappelle que c'est interdit
au revoir, vous pouvez sortir, vous êtes libre. C'est ça. Voilà, et c'était surtout ça, pour les Raphaël Amal. mineurs, en plus, on le sait. Oui. En plus, pour les mineurs, complètement inefficace. Quand on n'a pas de vraies sanctions, c'est inefficace. Bien Eh bien, sûr. les rappels à la loi ont bien été supprimés, ce qui était une très bonne chose. Mais en fait, ils n'ont pas été supprimés. Ils ont changé de nom. Ça s'appelle aujourd'hui un nom beaucoup plus jargonneux, l'avertissement pénal probatoire. Dans la presse, vous imaginez, c'est beaucoup plus difficile de dire la personne qui a commis un vol en étant en situation irrégulière a un avertissement pénal probatoire. La personne qui ne connaît pas le lecteur, oui. qui ne connaît pas ces termes, il se dit ah bon, un avertissement pénal probatoire, ça a l'air dur. C'est quelque chose, En fait, ouais. c'est strictement la même chose. Je vous donne un autre exemple, les réductions de peines automatiques. Jusqu'à il y a quelques années, jusqu'en 2021, les détenus qui allaient en prison, alors pour aller en prison, il faut quand même y aller en France, il faut vraiment le vouloir. À faire quelque chose, oui. Mais même quand ils y allaient, ils avaient des réductions de peine automatiques, ils n'avaient rien besoin de faire pour avoir leur peine réduite. Automatique, oui. Et donc Éric Dupond-Moretti a dit c'est vrai que c'est pas bien les réductions de peine automatiques, il faut que ce soit subordonné aux efforts des détenus. Et donc on va supprimer les réductions de peine automatiques. Pareil, c'était la dernière fois que je me suis laissé prendre. J'ai dit c'est une très bonne mesure, bravo monsieur le ministre. Et puis au final, qu'est-ce qu'on remarque que dans le fond du projet de loi justice de 2021, c'était le projet de loi pour la confiance dans la justice, on remarque que les réductions de peine automatiques ont bien été supprimées, mais que toutes les autres ont été potentiellement rallongées. Voire même plus loin que ce qui était possible avant. Avant, c'était 5 mois maximum par an. Maintenant, on est à 6 mois maximum par an. Certes, c'est supposé être subordonné aux efforts des détenus, mais en réalité, on sait très bien que c'est juste une mesure de gérer la capacité carcérale. Oui, c'est-à-dire que faute de changer la réalité, comme d'habitude, on change les mots. Exactement. On change les définitions. Je ne sais pas, Thibault, si on peut mettre... Parce que vous avez parlé à plusieurs reprises d'Éric Dupond-Moretti. Pas Pierre-Marie Sèvres... je ne sais pas comment vous dites ça, je crois que vous commettez une erreur qui n'est pas négligeable. Oui. Éric Dupond-Moretti n'est pas ministre de la Justice. Il n'est pas ministre de la Justice. Eh bien, je vais vous faire écouter. En fait, il n'est pas ministre de la Justice parce qu'il a dit lui-même qu'il ne serait jamais ministre de la Justice. Écoutez ce qu'il disait, et il ne va pas changer d'avis en 2000, je crois que c'est en 2018. En avril 2018 sur LCI. Voilà, avril 2018, Esteban, il a raison, sur LCI. Écoutez. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Non. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Pourquoi? Parce que c'est pas mon métier. Il faut en avaler des couleuvres pour faire de la politique. D'abord, il faut être d'accord avec tous les copains du gouvernement auquel on appartient soi-même, c'est-à-dire quoi. Il faut manger son chapeau de temps en temps. Non, c'est une discipline, c'est un exercice. J'en ai pas les compétences. Et puis, non, pas du tout. J'aimerais pas faire ça. Voilà. En fait, ce qui se passe, mais non, vous imaginez, ministre de la Justice, il dira ce serait un bordel total. D'ailleurs, c'est vrai que vous venez de dire que pour le moment, le bordel est assez régnant. Mais d'accord avec les copains, c'est pas Éric Dupond-Moretti. Manger son chapeau, c'est encore moins d'Éric Dupond-Moretti. Donc je le dis, ce n'est pas Éric Dupond-Moretti, parce que je ne peux pas croire qu'il ait changé d'avis à 180 degrés comme ça. Donc c'est un hologramme ou un sosie d'Éric Dupond-Moretti qui est à la justice depuis quelques années, et il est temps de dénoncer le phénomène. Parce que Éric Dupond-Moretti, que j'ai connu comme avocat, est un homme de parole, et je ne pense pas qu'il puisse, vu ce qu'il a dit à Audrey Crespo-Mara, je ne pense pas qu'il puisse changer d'avis comme ça. Donc, je crois à Pierre-Marie Sèvres, il est temps peut-être d'avoir un vrai ministre de la Justice. Ah bah en tout cas après je suis entièrement d'accord avec vous. Déjà moi je l'ai connu de loin évidemment quand j'étais étudiant en droit, brillant avocat. Bon malheureusement il a pas fait pire que les autres. Moi je le dis régulièrement. Vous savez sa prédécesseur c'était Nicole Belloubet. Qu'est-ce qu'elle a fait Nicole Belloubet? De quoi est-ce qu'on se souvient? La libération de 7000 détenus pendant le Covid. C'est à peu près tout ce dont on se souvient. Il y a une loi pénitentiaire qui a brassé la soupe sans changer les ingrédients encore une fois. C'est-à-dire qu'avant on était très souvent quand on était condamné à une peine de prison ferme, on était très souvent, on avait très souvent une peine aménagée quand la peine était inférieure à 2 ans. Selon Nicole Belloubet, maintenant, c'est plus très souvent, c'est tout le temps, mais c'est plus qu'1 an. Voilà, qu'est-ce que ça change en vrai? Vous voulez dire qu'ils se sont succédés et puis rien n'a changé en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Depuis longtemps, depuis très longtemps. Je rappelle Rachida Dati, la droite au pouvoir. Rachida Dati, en 2009, fait une loi pénitentiaire qui crée l'aménagement de peine à très mauvaise mesure. Alors je vais vous poser une question quand même. Le citoyen que vous êtes et le directeur de l'Institut pour les...
Est-ce qu'il ne faut pas supprimer ce ministère ? Oh non. En soi, constitutionnellement, organiquement, c'est un ministère qui a de l'intérêt, qui est utile. Oui. N'allons pas jusque-là. Alors c'est une question d'homme ou de femme, c'est quoi ? Mais politiquement, je pense que... Moi, de toute façon, je vais vous dire, moi je crois, mes cours de droit constitutionnel me disent que en 5e République, le président de la République décide de tout. Et malheureusement, on l'a vu, il nous l'a prouvé de nombreuses fois, Emmanuel Macron ne s'intéresse pas à ces sujets-là. Il ne s'intéresse pas à la justice et à l'insécurité. Moi, je me souviens, pendant le débat d'entre-deux tours contre Marine Le Pen en 2022, a été pratiquement pas abordé cette question de sécurité, ce qui était très étonnant. C'est un sujet quand même super important. Et quand on l'a abordé, je me souviens très bien avoir entendu Emmanuel Macron déclamer les mêmes poncifs que j'entends depuis 10 ans, qui sont les poncifs que les élites urbaines de centre-gauche ont en tête, qui est la prison n'est pas toujours la bonne solution, vous savez. Au contraire. Oui, voilà. Ouais, mais au bout d'un moment, on sentait qu'il n'y avait eu aucune réflexion personnelle. Il ne s'intéresse pas à ces sujets-là, ça ne l'intéresse pas. Voilà, il s'intéresse à la diplomatie, l'économie, qui sont des choses importantes. Mais les Français rappellent, sondage après sondage, que l'insécurité est un des sujets majeurs. La première des libertés, la sécurité. Il est temps d'avoir du courage, de la volonté et peut-être penser au-delà de la prochaine élection. Merci Pierre-Marie Sèvres. Merci à vous. Merci Pierre-Marie Sèvres d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, puis après on fera les pères, les huées et les bravos d'André Berkoff avant de se retrouver pour le face-à-face. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.